étions avec Madame Rachel Kambou et puis elle nous expliquait avec détail la recette des boulettes d'igname et la pâte soumbara. D'accord. Oui, oui. Donc, voilà, en moins d'une heure de temps, une femme qui se lève le matin, elle offre un copieux petit déjeuner à son mari. C'est sûr que son mari, quand il partira au travail, non seulement il ne mangera pas, il n'aura pas envie de manger n'importe quoi dehors, et puis il rentre, il est à l'aise, il travaille bien. Et il y a un bon rendement quand tu consommes le soumara. Très bien. En tout cas, votre combat, il est noble pour le soumbara. Et maintenant, ce que je vais vous demander, parce que là, c'est tout ce qui est salé, mais on ne peut quand même pas mettre le soumbara dans des préparations sucrées. Non. Ah, quand même. Non. On reste dans le salé avec le on reste soumara. dans le salé avec le soumara. Parce que le soumara lui-même, il est salé. Pendant la fermentation, lui-même, il est salé. Voilà. D'accord. Et on rappelle les caractéristiques du sombara. Il évite l'hypertension. L'hypertension, il régularise la tension. Anti-constipation. Et puis contre les grosses fatigues. Et puis contre l'ictère, voilà, le palu, tout ça. Il faut, quand tu consommes, parce que quand tu consommes, tu transpires. Tu transpires et puis bon, tu es en forme, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Madame Kambou, vous êtes restauratrice. On peut avoir un téléphone? Le 47 19 92 39. Très bien. Bon appétit. Je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Monsieur Ouman. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour Mariam. Notre consultant du mardi. Oui. Alors vous êtes consultant, formateur en développement personnel. C'est ça. Et le sujet d'aujourd'hui est le couple et l'anxiété. Et l'anxiété. D'accord. Oui. On vous écoute. Oui, le couple et l'anxiété. L'anxiété est vraiment très dangereuse. Une anxiété mal maîtrisée conduit au stress et franchement, c'est dangereux pour le couple. Qu'est-ce que ça veut dire l'anxiété? L'anxiété, le dictionnaire le définit comme étant un état affectif caractérisé par une inquiétude, un trou ou alors simplement un manque de sécurité. On rentre totalement dans une insécurité. Au niveau du travail, l'Agence européenne pour les maladies au travail définit l'anxiété comme on vous donne un objectif à atteindre et puis on vous donne des moyens pour atteindre cet objectif. Quand vous regardez l'écart entre l'objectif et les moyens, vous êtes déjà anxieux. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Ainsi de suite. Au niveau du couple, l'anxiété est caractérisée par deux faits. C'est-à-dire ça peut être physique, ça peut être aussi psychologique. Oui. Si c'est physique, vous avez, où on tombe par exemple dans des troubles comme la nausée, on a de la nausée souvent. On a très souvent des maux de tête. On a aussi un manque de sommeil. On ne dort pas la nuit. Parce que l'anxiété, c'est quoi? C'est quand vous êtes là et puis vous dites, à la fin de ce mois, est-ce que je pourrais payer ma maison? Quand vous avez du doute, par exemple, aussi au niveau de votre époux ou au niveau de votre épouse, tout ça crée une certaine anxiété. Mais quelle est la différence entre l'anxiété et le stress? Alors, c'est l'anxiété qui conduit au stress. D'accord. Quand vous n'avez pas pu juguler votre anxiété, quand je dis par exemple, on vous donne un objectif et puis voici les moyens pour atteindre l'objectif, et vous voyez qu'au milieu du temps qu'on vous a donné pour l'objectif, vous n'avez même pas encore démarré. Oui. Vous allez tomber dans un stress, et vous allez tomber très souvent dans la surproduction. Et vous voulez tout faire en même temps, et vous êtes stressé. Voilà. C'est l'anxiété qui conduit au stress. L'anxiété est en amont du stress alors? Voilà, complètement en amont. En amont du stress, d'accord. Donc vous avez dit que la manifestation, c'est... Alors, les manifestations, troubles du sommeil, vous avez des étourdissements, de la nausée, des maux de tête, il y a aussi des palpitations cardiaques qui peuvent vous entraîner pour faire un AVC. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens font des AVC. C'est pas qu'ici, hein, même en Europe, c'est pareil. Beaucoup de gens font des AVC. La première cause, c'est l'anxiété. Voilà. Quand on est anxieux, on a ce genre de troubles. On a aussi souvent des douleurs dans la poitrine. La personne vous dit, j'ai mal ici, et je ressens le même mal au dos. Le dos. Voilà, ça rentre ici, ça sort jusque dans le dos. Vous voyez, et il y a des transpirations excessives. On transpire beaucoup. Même quand on n'a pas fait une activité physique, on transpire beaucoup. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup de mots à ce niveau-là. Au niveau psychologique, on a une difficulté à se concentrer. On n'arrive pas à se concentrer sur un travail donné. Et on a un sentiment en perpétuel, vous êtes inquiet. Voilà. Et vous pensez même que le mal va vous tomber sur la tête. Et mélanger tout ça à de l'angoisse,
ça devient encore pire. On a même envie de lâcher prise, de laisser tout tomber. Alors, si vous laissez tout tomber, vous faites quoi après? Voilà ce qui caractérise l'anxiété. Mais alors, quand on le ramène au couple? Alors, quand on le ramène au couple, vous allez voir que l'anxiété va donner une angoisse de la performance sexuelle. C'est-à-dire, chez l'homme, par exemple, vous avez une impuissance masculine. Parce qu'il y a aussi une impuissance féminine. Alors, l'impuissance masculine va faire que, comme on dit souvent chez nous ici, la personne va perdre le réseau. Voilà. Et la nuit, elle ne peut pas assurer le besoin sexuel de son épouse, par exemple. Et cette anxiété va partir jusqu'à même arriver à... Même si la personne arrive quand même à aller à son épouse, ça va être caractérisé par une éjaculation précoce ou complètement l'inverse. Vous pouvez aller avec votre femme, vous pouvez passer toute la nuit, pas d'orgasme. Voilà. Comment c'est caractérisé chez l'homme. Et chez la femme, c'est une impuissance sexuelle de la femme féminine, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune envie. Voilà, il n'y a même pas d'envie. Alors, ça vient souvent, pourquoi? Imaginez que monsieur et madame sont ensemble, puis un jour, monsieur dit, bon, je vais te parler. Elle dit, ok, on rentre dans la chambre, et monsieur fait comprendre à madame qu'il vient d'avoir un enfant dehors. Alors, la femme accuse le coup. Mais après ça, une anxiété se met en place. Et il ne faut pas lui demander le soir d'aller avec elle. Ça, c'est voilà. Elle ne peut pas. Et ça peut durer des jours, des semaines, voire même des mois. Le temps qu'elle accuse le coup et qu'elle se mette complètement dans une autre disposition. Des fois même, ça devient permanent. Voilà. C'est des exemples comme ça. Ou alors, vous battez votre épouse et puis après, vous lui dites, allons ensemble. Elle va dire non. Elle ne peut pas. Il n'y a même pas d'appétit sexuel. Voilà. Mais cette anxiété, donc, c'est par le quotidien qu'elle est favorisée, parce que comme vous dites ça, peut-être que beaucoup de couples vivent cette situation. C'est-à-dire, le couple, chacun travaille, on quitte la maison tôt le matin, on rentre tard. En rentrant tard, on a une seule envie, c'est se jeter, dormir. Surtout que le lendemain, il faut repartir tôt. Voilà. Donc finalement, on n'a même plus le temps pour se rapprocher de l'autre. Voilà, la fatigue excessive, l'anxiété va vous donner une certaine fatigue excessive. Et ils vont vous couper, comme je dis, tout appétit sexuel est rompu. Ou alors, des fois même, pour une femme, tu vas aller avec son homme parce que l'homme insiste. Dans sa tête, quand est-ce qu'il va finir, puis il vient me reposer. D'accord. Voilà. Quand est-ce qu'il va finir. Donc ça veut dire que c'est dangereux pour le couple? C'est dangereux pour le couple. Ça peut amener le couple même à divorcer. Voilà. Parce que si c'est un monsieur qui n'a aucune envie, par exemple, et qu'il laisse sa femme jusqu'à un mois sans aller avec elle, elle va penser quoi? Que monsieur sort avec quelqu'un d'autre dehors. Alors que c'est juste une anxiété que la personne vit et qu'il faut gérer. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a posé le problème, on a identifié le problème. Maintenant, comment est-ce qu'on le règle? Alors pour le régler, il faut d'abord, comme on a parlé ici un jour, d'une bonne communication en amour. Communication d'amour. Et ça veut dire quoi? Il faut, quand vous voulez parler à votre conjoint ou à votre conjointe, il faut savoir une chose. La façon de dire les choses est plus importante que ce qui est dit. Voyez? Quand vous faites un enfant dehors, vous ne pouvez pas prendre une femme comme ça pour dire j'ai fait un enfant dehors. Non. Il y a la manière. Et puis, il y a, comme on appelle souvent, des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement. Sinon, cette femme-là va sombrer dans une sorte de frigidité. Je ne dis pas son nom. Voilà. Et puis, faire l'amour, ça ne lui dit plus rien. Voyez-vous? Et c'est ça le problème. Donc, d'abord, la communication d'amour. Et puis, il faut s'occuper, mesdames, de votre homme. On a souvent coutume de dire que les Sénégalais s'occupent de leur homme parce que quand il vient le soir, on met les pieds dans l'eau tiède avec du sel, ça fait beaucoup de bien parce que tout le corps, tous les organes qui sont dans notre corps sont répertoriés dans le pied. Et masser le pied, c'est comme si vous massez tout le corps. Il faut masser le pied de monsieur, il faut masser aussi au niveau du tibia, c'est-à-dire tous les mollets du monsieur. Et puis, très souvent aussi, monsieur aussi, a intérêt à masser souvent le dos de madame. Voilà. Le dos recèle beaucoup de facteurs dominants qui font que, en massant le dos, mais il ne faut pas masser le dos tout de suite 2 minutes, puis bon, c'est bon. Non, ce n'est pas juste passer la pommade. Au moins 10 minutes de massage du dos, rien que le dos, ça soulage, ça détend. Mais monsieur Ouma, quand on est anxieux, l'anxiété que vous avez décrite, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on ne pense même pas à masser le dos de quelqu'un? Non, c'est l'autre, le conjoint masse votre dos.
Voilà. Par exemple, votre femme est anxieuse. Il faut masser son dos. D'accord. Voilà. Si c'est monsieur aussi qui est anxieux parce que le travail, ça ne va pas, on lui a dit que bon, voilà, votre société va fermer, ainsi de suite, vous allez vous retrouver au chômage, l'anxiété s'installe en même temps. Alors quand il rentre le soir, depuis la nuque jusqu'au coccyx, hein, il y a des très bons produits de massage, il y a des huiles essentielles que vous massez, qui pénètrent et qui le détendent et qui retirent même l'anxiété. Voilà. Même pour le stress, c'est pareil. Mais c'est surtout le dos. Tout se passe au niveau du dos. Il y a 2 endroits du corps qui sont réceptifs à cela, le dos et les pieds. D'accord. Masser le dos, masser les pieds. Et souvent, on demande aux gens de faire un bain des pieds avec de l'eau un peu tiède. Et puis, une poignée de sel et un peu d'huile essentielle. Du sel marin ou... Oui, c'est de gros sel qu'on vend dans le commerce. Sel, oui. Ça s'appelle gros sel. Bon, c'est... Oui, un peu plus gros que le sel fin, mais voilà, mais c'est excellent pour retrouver la forme. Et puis l'anxiété, ce n'est pas parce que tu es anxieux que c'est difficile à dépasser. Tout seul, voilà. Tout seul, il peut y avoir quelqu'un à côté de toi qui te parle et qui te dit, bon, c'est des situations qui arrivent, ça va passer, et ainsi de suite. Voilà. Quelqu'un qui te parle, mais gentiment, doucement. Parce que celui qui est anxieux, si vous, là-dessus, vous venez vous-même expliquer encore vos problèmes, là, ça regarde tout. Il ne faut même pas expliquer les problèmes. Vous savez qu'on a des vieilles personnes qui sont mal en point et que, par exemple, on n'arrive pas à leur dire qu'ils ont perdu quelqu'un. Voilà, on attend jusqu'au dernier moment. Voilà, on prépare la personne tout doucement pour dire, ah, il y a telle personne qui est à l'hôpital, son cas est grave. Puis, de jour en jour, tu dis, oui, mais vraiment, je crois qu'on peut plus, on m'appelle la personne. En préparant cette personne comme ça, elle est prête à supporter. Sinon, il y a des gens à qui on annonce un décès et tu tombes, tu as un AVC instantanément. Voilà. C'est sûr. Voilà. Déjà, si la personne est anxieuse, que vous annoncez ça, là. Voilà. Mais moi, quand on ramène ça toujours à la notion de couple, alors le monsieur est anxieux, il a des problèmes, et donc cette anxiété-là, il la partage avec sa femme le pousse à parler et tout, pour chercher à diminuer cette anxiété. Elle lui masse le dos, elle lui masse les pieds et tout. Mais parallèlement, est-ce que la femme qui vit des anxiétés aussi ne devrait pas en parler, sachant que son meilleur recours et son meilleur confident, c'est le conjoint. Et de toutes les manières, quelles que soient les difficultés à surmonter, il faut les vivre ensemble. Plutôt que de rester dans son coin en se disant non, comme il est anxieux, je le laisse dans son anxiété et moi je gère mon stress de mon côté. Oui, justement, parce que celui qui est anxieux, très souvent, il ne sait même pas que c'est l'anxiété qui fait. C'est pareil que lui qui est stressé. Quand tu es stressé, toi-même tu ne sais pas. Et c'est pour ça qu'en couple, il faut parler pour dire ah, ça ne va pas, j'ai un tel souci. Et à partir du passé, ça commence par les soucis. Voilà. Des soucis en soucis, on n'arrive pas à régler le souci, on tombe dans l'anxiété. Voilà. Et donc, l'autre qui est à côté de vous, c'est pour ça qu'il faut bien connaître la personne avec qui on vit. Quand vous connaissez bien, le moindre geste que l'autre fait, vous l'interprétez. Et vous savez déjà que la personne est anxieuse. Voilà. Le moindre geste. Dès que vous connaissez votre conjoint ou votre conjointe, il va sentir que la première chose que vous devez observer, vous devez être très observateur. Elle n'a pas besoin de parler pour que vous sachiez que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Et une fois que vous voyez que ces faits et gestes ne sont pas coutumiers, alors vous allez vous interroger pour dire qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Et lui parler avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, pour que la personne vous comprenne et qu'elle commence à remonter, pas de l'aider à remonter la pente. Parce que quand on est anxieux, on descend comme psychologiquement, on descend. Et vous vous dites qu'il n'y a plus rien qui peut réussir pour vous. Ben, toutes les portes sont fermées pour vous. Mais il y a de quoi remonter. Parce que quand vous êtes complètement tombé, qu'est-ce qui vous reste? Qu'à remonter. Voilà. Le fond. Qu'à remonter. Mais quel conseil donner aux hommes ou aux femmes? Je pense notamment aux hommes qui estiment que c'est le chef de famille, ce qui est vrai. Et quand il a des problèmes, c'est à lui de les régler. D'autant plus que sa femme s'occupe de la gestion au quotidien des enfants et qu'elle a assez à faire. Et c'est à lui, l'homme, de régler ses problèmes. Donc, il a tendance à masquer ses problèmes en se disant « je suis un homme et c'est pas, je ne dois pas montrer des signes de faiblesse devant ma femme. Il faut qu'elle pense que tout va bien. Vous êtes pour cette pratique? Non, très souvent, c'est l'erreur que les hommes font. Voilà. Ils ne partagent pas
mécontentement, alors leur problème. Tu as un problème, la première des choses, c'est de faire partager ça à la personne à qui vous vivez. Voilà. Et peut-être même que, vous voyez, avant, quand on dit que la nuit porte conseil, c'est parce qu'on est sous l'arbre à palabre, on n'a pas trouvé de solution à notre problème, et donc on dit la nuit porte conseil. Donc on va se coucher, on expose le problème à madame, et elle donne sa solution. Et très souvent, elle donne la bonne solution. Tu vois. Et donc, le matin, vous revenez, vous dites, bon, on a la solution à notre problème. Je pense que si on fait comme ceci ou comme cela. Voilà. Mais il y a des gens qui refusent de communiquer. Parce que la femme, on dit, c'est votre moitié. Donc, vous avez une moitié qui est là. Si vous qui êtes la moitié, vous n'arrivez pas à surmonter un problème, l'autre moitié, demandez-le conseil. C'est parce que les hommes ne demandent pas conseil à leur épouse. Et vice-versa, les femmes aussi, très souvent, elles ont un problème. Donc ça, c'est un problème de femme. C'est une femme qui peut régler. Non. Un homme qui a beaucoup d'expérience peut régler votre problème de femme. Donc il faut communiquer, il faut se parler, il faut partager. Et c'est pas qu'on a le bonheur. Dès qu'il y a un bonheur, là, on partage. Voilà. Mais et le reste, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Quand il y a un pire, et plus tôt vous le dites, plus tôt votre anxiété va se passer. Dès que vous gardez, l'anxiété aime ça. Voilà, c'est sournois. Donc l'anxiété va grandir. Et puis au moment où vous venez en parler, c'est comme si vous êtes malade. Vous cachez la maladie, vous faites de l'automédication. Et puis quand ça ne va plus du tout, vous arrivez chez le médecin, le docteur dit, mais c'est trop tard. Voilà. Donc très souvent, le problème est à trop tarder et ce n'est pas intéressant. Mais pour prendre le contre-pied, vous avez également ce genre de femmes un peu trop bavardes qui attendent le lever du jour pour appeler la copine. Je dis, copine, je ne te dis pas. C'est ce que mon mari m'a dit. Voilà, fait. Par exemple, on a ça également. On a ça également. Mais vous voyez, entre l'homme et la femme, on doit s'éduquer mutuellement. Si ça arrive une fois, il faut dire à madame, non, ça ne se fait pas. Le problème du couple, c'est entre couples. Par exemple, si vous êtes anxieux, vous en parlez à votre épouse, et puis elle diffuse partout. Là, après, une autre fois, vous allez être contraint, vous-même, vous êtes contraint de ne plus en parler. Voilà. Mais il faut faire intervenir des gens qui peuvent vous parler à votre épouse, mais vous lui dites non, ça ne se fait pas comme ça. Parce que les deux aussi doivent se donner des conseils mutuellement, tous les jours. Et puis c'est tous les jours. Ce n'est pas une fois en passant et puis c'est fini. Non, c'est tous les jours que monsieur et madame doivent être en relation constante. Voilà. Et se parler constamment, je pense que ça résout beaucoup de problèmes. Voilà, ça résout beaucoup. D'accord, voilà. Très bien. Il faut se parler. Donc le remède de l'anxiété, c'est de partager. C'est de partager, il faut parler. Dès que vous êtes anxieux, il faut parler, il faut se décharger sur quelqu'un, comme on dit. Voilà, c'est une grande énergie qui reste en vous, qui vous bloque. Qui vous bloque. Et surtout, vous allez le sentir au niveau de la poitrine. C'est comme vous dites, si vous êtes fermé au niveau de la poitrine et le dos, c'est pareil. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté, ainsi de suite. Vous allez voir qu'au haut du dos, il y a des soucis, il y a des problèmes. C'est que l'anxiété s'est mise en place déjà. Mais jusqu'où on va dans la confidence avec l'autre? Jusqu'où? Il n'y a pas de tabou avec l'autre, parce que si l'autre est votre moitié, vous devez lui dire tout. Voilà. Quand vous allez faire un enfant dehors, que vous venez, vous dites, vous allez beau cacher un jour, soit quelqu'un va dire, il vaut mieux qu'elle apprenne de vous que de l'apprendre de quelqu'un dehors. Voilà. Et tant que vous gardez cet enfant dehors, que votre épouse n'est pas au courant, eh bien vous êtes anxieux. Voilà. Et vous êtes obligé de vous contrôler sans cesse. Qui peut se contrôler totalement à tout moment? Mais si la personne, l'homme sait que ça va être la fin du mariage, par exemple, il y a des femmes qui estiment que c'est la pire des choses qui pouvaient arriver. Donc ce sera la fin de la relation. Le monsieur peut se dire, je ne veux pas perdre ma femme, c'est une erreur, on m'a piégé, enfin bref, toutes les excuses. Et je préfère qu'elle ne sache pas, parce que je n'ai pas envie de mettre un terme à mon mariage, c'est elle que j'aime. Oui, je préfère qu'elle ne sache pas, mais vous savez qu'un enfant, ça ne se cache pas. Un jour, on le saura. Un jour ou l'autre, quelqu'un va dire, ou alors, si elle apprend de vous, elle accuse le coup, et puis forcément, elle ne va pas être contente. Ça, c'est logique. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez autour pour venir parler? Tout autour de ce que vous voulez dire, il va falloir aménager quelque chose, un plan, qui va faire que vous allez pouvoir faire passer ces messages. C'est difficile. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas en arriver là. Voilà. Il vaut mieux ne pas en arriver là. Si vous êtes avec votre épouse, vous faites des enfants avec elle. Si vous avez une aventure dehors, mais il y a tellement de moyens aujourd'hui pour ne pas faire d'enfants que, à la limite, c'est comme si vous avez fait exprès. Voilà. Voilà. Moi, je connais un couple où le monsieur a fait 2 enfants
dehors. Mais on ne va pas me dire que c'était un accident. Et 2 enfants avec 2 femmes différentes. C'est 2 accidents. C'est un carambolage. Hein? Je crois qu'il y a un gros carambolage, hein, et que ça ne devait pas arriver. Voilà, il faut être honnête avec soi-même, honnête avec la personne avec qui on vit. Et puis, la fidélité, ce n'est pas un vain mot. Voilà, il faut être fidèle à ses principes et vraiment être honnête avec soi-même. Voilà, c'est important. D'accord. Maintenant, les derniers conseils avant de vous laisser partir. Donc, une femme devrait remarquer dans son couple que son mari est anxieux, surtout dans la vie conjugale. C'est ça. Donc, et quand elle a remarqué que son mari est anxieux, des fois même, elle va prendre les devants pour dire, je te trouve vraiment un peu trop anxieux ces derniers temps, il va falloir que nous fassions quelque chose. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi. Voilà. Jusqu'à même aller trouver quelqu'un, s'il ne veut pas parler, quelqu'un d'autre, pour venir dire, je suis désolé de rentrer dans votre couple, mais madame dit que ces derniers temps, il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce qu'on peut en parler? Voilà. Parce que le couple peut être très, très prudent. Quand vous intervenez pour le couple, peut être très prudent. Sinon, c'est vous qu'on va accuser après. Donc, il faut être très prudent. On aide le couple, on l'accompagne dans un cheminement, on l'accompagne pour sortir de là. On fait du coaching pour sortir le couple, hein, pour l'accompagner dans un moment crucial de sa vie. Mais on ne prend pas la place, on ne décide pas la place du couple. C'est ça qu'il faut comprendre. Personne ne peut décider à la place du couple. Moi, je peux vous aider, vous donner des conseils, mais je ne décide pas de dire, monsieur, il faut partir. Même si je sens que c'est la seule solution qui reste, je dirai toujours, comme on dit chez nous, on accompagne son frère à se marier et pas à divorcer. Le moment où vous partez divorcer, vous êtes seul. Hein. Quand vous partez au tribunal, vous êtes seul ou à 2. Voilà. Mais quand vous vous mariez, vous voyez le nombre de personnes qui viennent. Voilà. Même s'il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà. On peut t'accompagner, on peut te faire un coaching pour que, surtout que tu te retrouves. Que la paix revienne dans le foyer. Mais jamais pour vous dire, pour prendre la décision à votre place. Non, personne ne peut prendre la décision à la place du couple. Ils sont seuls à prendre leurs responsabilités. Monsieur Ouma, en tout cas, merci pour ces précieux conseils. Merci beaucoup. On vous joint comment? Le 57 11 69 11. 57 11 69 11. Je vous remercie. Merci à vendredi prochain. Merci bien. Merci. Monsieur Patrice Blewey. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, vous avez choisi un sujet qui concerne tout le monde et puis je pense qui pourra aider énormément de personnes. C'est l'entretien d'embauche. Comment réussir son entretien d'embauche avec certaines clés. Exactement. Vous savez, prononcer un discours, ce n'est pas seulement dans une salle avec un auditoire constitué qui vous attend. Même lorsque vous allez en entretien, que ce soit une personne ou 2 personnes qui se trouvent devant vous, vous prononcez un discours, vous prononcez des discours. Donc, pendant votre entretien avec le recruteur, il y a des attitudes que vous devez avoir pour vous permettre d'avoir beaucoup de chances de réussir et de décrocher ce poste. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 9 conseils pour vous permettre de faire bonne prestation devant le recruteur. Nous sommes tout oui. Alors, le premier conseil, c'est de soigner votre présentation, votre allure, votre coiffure, vos chaussures, même votre parfum. Donc, vous devez tout soigner, vous ne devez rien laisser au hasard parce que votre allure, votre présentation communique. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. C'est-à-dire tout ce qui communique sur vous avant que vous n'ayez ouvert la bouche. Donc vous devez soigner tous ces aspects. Lorsqu'un recruteur vous regarde, vous voit entrer dans la salle, il y a automatiquement une idée qui se fait de vous. Et cette idée doit être communiquée par votre présentation. Et alors vous dites soigner la présentation. Pour un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Se mettre en costume? Pas nécessairement. Justement, c'est cela le piège. Vous savez, lorsque vous allez en entretien, il y a le profil que l'on décrit. Donc, en fonction du profil, on vous demande, ou alors vous devez vous vêtir. Si c'est pour un poste de mécanicien, on ne va pas vous demander de porter un costume pour venir en entretien. Si c'est par contre un poste de directeur ou de manager, il y a forcément la tenue qu'il exige. Donc, en fonction du domaine d'activité et du profil, vous devez... Est-ce que ce serait choquant que quelqu'un pour un poste de mécanicien vienne en costume? Ce serait en déphasage avec le poste pour lequel il est là? Ce serait quelque peu en déphasage, mais tout dépend
de la présentation du candidat. Ce n'est pas des points en moins. Par contre, les recruteurs vont se demander, est-ce que, en général, vous portez cette tenue? Est-ce que dans le cadre de votre travail, vous portez cette tenue? Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous venez à un entretien d'embauche, c'est le premier pas pour votre travail, pour le profil ou pour l'emploi que vous aurez. Donc, dites-vous que lorsque vous allez devant ce recruteur, vous devez être en harmonie avec le profil que vous avez. Donc, pour un mécanicien ou pour quelqu'un qui a un travail physique qui demande de l'effort, l'on ne l'oblige pas à porter un costume. Seulement qu'il doit être bien mis, bien habillé, une tenue propre, élégamment vêtue. Et la femme, quelle tenue est-ce que vous conseillez? Également, la femme doit être bien vêtue. Alors, je ne veux pas conseiller de tenue, mais comme je l'ai dit, tout dépend du poste. Si c'est un poste de directrice, elle a la tenue de directrice en général, des ensembles tailleurs, parfois même une robe bien mise, mais vous devez être cohérent dans votre tenue. Également, la coiffure, qui est importante. Bien peigné, bien maquillé, modestement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez être modeste dans votre tenue. En général, un recruteur qui regarde une femme qui est sexy ou qui est décolletée, il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle veut me séduire ou est-ce qu'elle a d'autres idées derrière la tête? Donc, cachez-vous les parties intimes ou secrètes pour venir devant le recruteur et prononcer votre discours. Alors, je vais vous poser une question. Une femme qui postule pour... une femme qui se présente pour un poste de commercial, qui se dit, alors, commercial, pour passer les barrières, généralement, il faut plaire. Également, c'est ce qu'elle peut se dire. Et donc, j'ai des atouts, j'ai des belles jambes, je suis une belle femme, donc il faudrait que je me présente et que mon recruteur réalise que partout où il va m'envoyer, moi, en tout cas, j'irai jusqu'au DG, par exemple. Et donc, elle décide de mettre une jolie mini-jupe pour montrer ses belles jambes de gazelle. Et elle décide de se faire un tissage qui touche ses talons parce qu'elle a besoin d'impressionner en passant. Elle a tort ou elle a raison? C'est un piège aussi pour elle. Elle peut vouloir séduire avec cette tenue, mais le directeur ou le recruteur va se dire, ça peut être un danger pour moi ou un danger pour mes collaborateurs. Donc, ce qu'il faut faire, il faut être habillé décemment. Et c'est ça la clé. Soyez décent quand vous allez à un entretien. Très bien. On va faire une courte pause. C'est très intéressant. Nous avons une page de publicité et puis on continue.